Au Canada, le secteur des pêches, ça représente des retombées économiques de plus de 9 milliards de dollars. Dans le secteur plus vaste des océans, en fait, on parle de retombées économiques de l'ordre de 40 milliards de dollars. Il s'agit donc d'un secteur excessivement important au Canada en termes de retombées économiques et d'emplois. Maintenant, on sait qu'au cours des 10 prochaines années, la prochaine décennie, ces retombées vont doubler. Pour y arriver, les entreprises vont devoir modifier leur façon de faire, les technologies qu'elles utilisent aussi. Et c'est là que Mérinov va jouer un rôle important. Pourquoi? C'est que Mérinov, en fait, c'est le plus important centre intégré de recherche et développement et de transfert technologique dans le domaine des pêches, de l'aquaculture, de la transformation des produits marins et des bioressources marines au Canada. On met en fait en commun les expertises de 100 employés qui sont basés dans les secteurs maritimes, du côté des provinces atlantiques et en France. Ce qui fait notre force aussi, c'est notre proximité avec les entreprises et les secteurs des pêches. Donc, on est bien ancré au sein des différentes communautés côtières, puis ça nous donne un accès privilégié finalement aux entreprises. Des projets de recherche sont réalisés en collaboration avec les entreprises. C'est Mérinov qui prend le risque dans ce cas-ci, où on met en fait à profit les expertises qu'on a du côté de la biologie, de la chimie, de la microbiologie, du génie industriel, du génie mécanique par exemple, pour faire avancer la recherche et le développement technologique. On met aussi à la disposition des entreprises des équipements et des infrastructures, donc environ 13 millions de dollars en termes d'équipements, puis environ 30 millions de dollars d'infrastructures actuellement. C'est aussi des retombées sur la formation. Donc, en plus de nos activités régulières, on gère le centre collégial de transfert technologique des pêches du collège, du cégep, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. À travers nos activités, on a rejoint au cours des 10 dernières années plus de 1000 étudiants. Donc, on implique dans nos projets ou qu'on rejoint par différentes activités de sensibilisation et de valorisation de la recherche. Mérinov, il y a 10 ans, c'était 50 projets réalisés auprès de 30 entreprises. L'année passée, on parle de 160 projets réalisés avec 70 entreprises. Donc, il s'agit donc d'une progression importante, puis on compte poursuivre dans cette voie-là pour les 10 prochaines années aussi pour accompagner les entreprises dans leur transition. Bonjour Marc, alors je me présente, Martin Tulgoat, je suis conseiller exécutif en communication et relations publiques pour le centre de recherche Mérinov. Pour les gens qui connaissent moins notre organisation, Mérinov, c'est un centre de recherche intégré de la recherche industrielle en pêche, aquaculture, transformation et valorisation des produits aquatiques. On est le plus important centre en ce genre au Canada. On est fiers d'être présent essentiellement en Gaspésie, mais aussi aux Îles-de-la-Madeleine et sur la Côte-Nord, avec environ une centaine d'employés et plus de 160 projets qui sont réalisés grosso modo par année. Alors, je lisais sur votre site Internet, là, il y a le slogan « Réinventer la mer ». Pourquoi c'est important aujourd'hui déjà de réinventer la mer? Ou si je pose la question différemment, c'est quel constat faites-vous là chez Mérinov du côté environnemental ou le même du potentiel que vous pouvez tirer de la mer? Pourquoi c'est quoi votre regard que vous avez là-dessus? Comme je te le disais tout à l'heure, Mérinov, son mandat, c'est de faire de la recherche industrielle. Donc, on fait un petit peu l'arrimage entre les pêcheurs qui sont en mer sur le terrain et les centres universitaires et aussi des organisations comme l'Institut Maurice Lamontagne qui s'occupent d'évaluer les stocks. Nous, nos équipes, par exemple, vont accompagner des pêcheurs qui se font imposer des mesures législatives, par exemple, d'améliorer leurs engins de pêche pour les rendre plus écologiques, plus respectueux des fonds marins. Donc, nos équipes, biologistes, ingénieurs, techniciens, par exemple, très concrètement, peuvent accompagner un pêcheur en améliorant son équipement de pêche. Par exemple, une espèce qui est pêchée avec un filet, est-ce qu'on pourrait pêcher cette espèce-là, par exemple, flottant du Groenland avec un casier? Donc, nos équipes peuvent accompagner les pêcheurs de ce côté-là. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, bon, il y a des constats scientifiques qui sont faits, par exemple, pour la baisse des stocks, pour la protection des mammifères marins. Comment, nous, de notre côté, on peut accompagner les pêcheurs et aussi les industriels un peu plus loin dans la chaîne de production pour à la fois leur permettre de continuer à pêcher en respectant notamment les mesures internationales. On le sait, les États-Unis, notamment avec la protection de la baleine noire actuellement, imposent des mesures à des pays comme le Canada pour que le Canada puisse continuer d'exporter ses fruits de mer et poissons du côté des États-Unis. Donc, éventuellement, les pêcheurs vont devoir respecter, s'engager plutôt à
à dire que leurs pêches sont respectueuses de la protection des mammifères marins. Donc, nous, de notre côté, notre rôle, c'est de dire, bon, comment on peut accompagner les pêcheurs? Dans ce cas-ci, pour la protection de la baleine noire, c'est de dire, OK, comment on peut développer des techniques, des équipements pour la récupération des casiers de pêche qui sont toujours en mer. On le sait actuellement, notamment pour ce qui est de la pêche au crabe des neiges. La pêche au crabe des neiges s'est implantée comme industrie dans les années 80. Donc, on peut comprendre que depuis une quarantaine d'années, il y a des casiers qui sont perdus en mer. C'est pas nécessairement de la faute des pêcheurs. Souvent, on le sait, c'est une activité de pêche qui est menée en haute mer avec des courants. Il y a des ruptures des casiers, des cordes. Donc, on a des milliers et des milliers de casiers dans les fonds marins, dans le golfe du Saint-Laurent, qui représentent deux problématiques. Ces casiers-là continuent de pêcher, donc c'est un enjeu pour la préservation de certaines espèces. Et aussi, il y a les cordages qui continuent de flotter entre deux eaux et qui représentent un important danger pour l'empêtrement des mammifères marins. Donc, nous, par exemple, concrètement, chez Mérinov, actuellement, on travaille avec des partenaires pêcheurs pour développer des grappins qui vont permettre de récupérer ces cordages-là. Actuellement, on a une technique qui s'appelle un équipement de récupération circulaire qui consiste à tourner autour d'une cible GPS qui est fournie par un partenaire. Donc, on sera en mer avec nos partenaires pêcheurs, notamment au large de Grande-Rivière et ici dans la baie de Gaspé pour récupérer des casiers perdus. Ce sont des équipements qui sont faciles d'utilisation pour les pêcheurs. Puis ça, c'est très important. Nous, la force marque de nos projets, je te dirais que c'est la recherche collaborative. Donc, on implique dès les premières étapes les pêcheurs. On travaille sur leur bateau, on travaille avec eux, on écoute leurs commentaires, on entend leurs améliorations. Et ils peuvent nous dire, ben, cette technique-là, non, c'est pas adapté à nos pratiques de pêche. Au contraire, ben, ça, ce que vous proposez, on peut l'utiliser. Parce que nous, on fait du transfert technologique, on produit des prototypes qui sont utilisés par les pêcheurs. Et l'objectif par la suite, c'est que les pêcheurs réutilisent ces équipements pour les déployer en mer. Donc, pour justement la récupération des engins de pêche perdus en mer, ultimement, ben, on a la prétention que les pêcheurs vont prendre nos technologies, vont les utiliser à plus grande échelle pour récupérer idéalement les milliers de casiers qui sont perdus en mer. Donc ce que j'entends bien, c'est vous avez tu parlais de 160 projets en cours en ce moment. C'est quoi le ratio dans le sens où est-ce que c'est du monde qui vient vous voir en disant on a un problème, ou bien là j'entendais aussi que le gouvernement impose certaines restrictions, alors c'est vous qui allez aider aussi dans ce sens-là. Est-ce que c'est du monde qui vous approche pour vous demander de l'aide pour faire développer des recherches plus dans ce sens-là? Je vous dirais que c'est des deux côtés finalement. Par exemple, si Pêche Océan Canada rend disponible des enveloppes pour la protection de la baleine noire en disant, on veut mener des opérations de récupération, c'est pas le MPO qui a les capacités de le faire. Donc, nous, on va monter des projets avec les pêcheurs pour obtenir du financement via ces enveloppes-là qui sont disponibles. Et aussi, ça peut être des pêcheurs qui entendent parler, par exemple, dans les médias d'un fonds qui est disponible pour la récupération d'engins de pêche fantômes ou des fonds qui sont disponibles pour finalement améliorer leurs équipements de pêche. Donc, nous, on les accompagne techniquement, puis on les accompagne aussi pour établir un protocole de recherche. Comment on sort en mer? Dans quelles zones? Il y a des zones qui peuvent être plus sensibles, qui sont protégées. Nous, on assure le lien entre les pêcheurs et le MPO. On rassure le MPO en disant on n'ira pas chercher des engins de pêche perdus dans des zones protégées, des aires protégées. Donc, bien entendu, on ne veut pas essayer de régler un problème en créant un autre, qui serait dans ce cas-ci d'aller récupérer des engins de pêche, mais en nuisant au fond marin dans des endroits sensibles. Et de l'autre côté, on accompagne les pêcheurs dans les sorties en mer. Donc, on est vraiment dans une recherche collaborative. On est un petit peu l'intermédiaire à la fois, comme je le disais, entre les centres universitaires, les gouvernements et les pêcheurs pour en venir à un objectif commun qui est d'assurer des pêches durables. L'enjeu est toujours le même, c'est de dire il y a des mesures légales qui sont imposées aux pêcheurs. Les pêcheurs ont le choix de faire cavalier seul puis de travailler de leur côté, ou de faire appel à un centre de recherche comme Mérinov pour les accompagner parce que ultimement, ces mesures-là vont leur être imposées. Nous, l'idée, c'est de préparer en amont les pêcheurs à ce qu'ils soient prêts
à respecter les mesures du gouvernement parce que, comme je le disais tantôt, l'enjeu est quand même majeur parce que, ultimement, si les États-Unis décident de fermer leurs frontières aux produits marins canadiens et québécois dans ce cas-ci, ça va avoir des impacts énormes pour nos communautés de pêche. Personne ne veut en arriver là. Puis nous, on est chargé finalement de travailler en collaboration avec les pêcheurs et les industriels pour les accompagner afin d'assurer des pêches qui sont certifiées durables pour l'exportation, notamment vers les États-Unis. Puis tu parlais tout à l'heure au début que vous faites aussi de la transformation. Est-ce que c'est de la transformation pour de la revente de produits de consommation? On est présent dans le secteur de la transformation. Donc, on ne va pas se substituer, bien entendu, aux transformateurs, par exemple, crabe des neiges, homards et tout. On les accompagne, par exemple, dans un diagnostic d'entreprise. On le sait actuellement, il y a des enjeux de pénurie de main-d'œuvre. On veut assurer une rentabilité des opérations. Les volumes, on connaît des années records, notamment pour ce qui est de la transformation du crabe des neiges, du homard. Mais il y a une pénurie de main-d'œuvre. On le sait, la main-d'œuvre, la moyenne d'âge des employés est vraiment, la moyenne d'âge est au-dessus de 60 ans dans les usines. Donc, il va y avoir un enjeu éventuellement de pénurie de main-d'œuvre. On le voit déjà, on doit faire appel à de la main-d'œuvre étrangère. Ça aussi, c'est un coût pour les industries. Donc, nous, comment on peut les accompagner dans l'automatisation, la robotisation notamment, et l'amélioration aussi des équipements. Donc, nous, nos équipes, on ne va pas confectionner des équipements, mais par exemple, on peut accompagner un transformateur dans un diagnostic d'entreprise en disant, bon, ben pour votre volume de production, vous avez besoin de tel équipement, mais pas nécessairement besoin d'un gros équipement comme ça. Donc, on va bien les conseiller pour acheter les bons équipements et aussi les orienter vers des solutions qui vont être durables et vraiment adaptées à leur réalité. Un transformateur de la Haute-Gaspésie me disait récemment, ce qui est bien avec l'équipe de Mérinov, c'est que vous nous aidez à challenger un équipementier qui vient essayer de nous vendre son équipement. Tous les vendeurs d'équipements vont dire qu'ils ont le meilleur équipement, mais un transformateur qui arrive, qui n'a pas nécessairement les capacités pour évaluer tout ça, ne pourra pas juger si les équipements qui lui sont vendus sont adéquats. Tandis que nous, de notre côté, notamment avec nos équipes de techniciens en génie, nos ingénieurs, on peut offrir un diagnostic et accompagner les industries vers leur virage technologique 2.0. Ce que ça veut dire aussi pour l'industrie du homard, on le fait notamment aux îles de la Madeleine, on pourrait très bien le faire ici en Gaspésie, c'est d'avoir des viviers qui seraient moins énergivores et plus écologiques. Actuellement, on le sait, les viviers sont installés près d'une source d'eau de mer. On va pomper en continu de l'eau de mer, ce qui représente une importante dépense énergétique de 1. Et aussi, on va assurer la même température dans les viviers, qu'il y ait beaucoup d'eau de mer dans les viviers ou non. Donc, pourquoi, par exemple, avec un système d'automatisation, on ne pourrait pas réguler finalement la température de l'eau, même la quantité de l'eau selon l'eau de mer qui est présente dans les bassins, avec un cellulaire, par exemple. Donc, nous, on ne conçoit pas des systèmes, on va accompagner les producteurs vers ce qui se fait de mieux sur le marché pour aller opter vers les meilleurs équipements. On assure aussi un accompagnement dans le montage financier des projets. On le sait, ça peut être lourd pour les industries, pêcheurs, transformateurs, de faire des demandes d'aide financière au gouvernement. Donc, nous, on peut accompagner via des offres de services les gens de l'industrie pour monter des demandes financières, pour leur permettre d'avoir accès à d'importantes subventions ou aides financières. Donc, l'accompagnement en transformation se fait là. Mérinov ne fait pas de transformation. Par contre, aussi, le volet transformation, ça peut être large, mais on pense notamment du côté de Grande-Rivière, on a des installations, des salles de bassin pour faire de l'élevage, de l'élevage d'espèces de poissons pour le secteur piscicole, des espèces d'avenir. Donc, on travaille aussi de ce côté-là. Ça va être un gros défi au cours des prochaines années au Québec. Le Québec accuse un important retard pour ce qui est du développement piscicole. Donc, toutes les espèces de table issues de la pisciculture, ailleurs dans les maritimes, même ailleurs au Canada, on est très en avance, tandis qu'ici au Québec, on a un important recul. Ça va faire partie des défis de l'industrie des pêches de se tourner de ce côté-là. Et Mérinov est en accompagnement justement pour cibler les espèces qui ont un fort potentiel commercial
comment les élever, comment les nourrir pour les amener à un stade de maturité qui va permettre une production commerciale. Mais Marinov ne fait pas de production commerciale. On accompagne les entrepreneurs, les transformateurs jusqu'à la dernière étape pré-industrielle avant l'étape commerciale. Ben, tu parlais justement quand ça a l'air que vous travaillez sur beaucoup de défis, c'est ça que je comprends aussi, mais en tant que centre de recherche et d'innovation, est-ce que vous communiquez avec vous collaborez avec d'autres centres de recherche, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde? Parce que j'imagine que quand il y en a un qui trouve quelque chose, est-ce que c'est de l'information qui est partagée ou on le garde pour soi pour breveter des choses? Comment ça fonctionne dans la recherche exactement à votre niveau? Ben, c'est sûr que pour certains projets qui impliquent des prototypes, par exemple, qui sont en instance de brevet, c'est sûr que de ce côté-là, c'est plus délicat. Mais pour ce qui est d'échange d'informations, de recherche, nous, en tant que centre de recherche industriel, on a un mandat de transfert technologique. Donc, nous, nos travaux de recherche sont publics, nos résultats sont publics. Pour quelques projets précis qui impliquent d'autres partenaires, ça peut être une université, ça peut être un partenaire privé, ou lorsque justement, par exemple, il y a un contexte de brevet ou d'attente de brevet, ben, c'est sûr que de ce côté-là, les informations sont confidentielles. De façon générale, les résultats de nos recherches, nous, l'idée, c'est de répandre la bonne nouvelle à la fois aux pêcheurs, aux industriels. Et on est en contact, bien entendu, avec, comme je te le disais tout à l'heure, on est vraiment l'intermédiaire entre le terrain, donc pêcheurs, transformateurs, et les centres, les universités et les centres universitaires qui font de la recherche. Tout ce qui est bioalimentaire, notamment, transformation alimentaire, transformation de produits, développement de produits. L'Université Laval est très forte là-dessus, avec son centre de recherche universitaire qui est l'INAF. Nous, on travaille en collaboration avec eux pour justement, éventuellement, diffuser ces résultats-là. Par contre, bien entendu, des fois, ça implique des partenaires privés qui paient pour nos services et qui demandent, bien entendu, dans un contexte d'espionnage industriel, demandent de la confidentialité sur les résultats. Mais bref, de façon générale, c'est assez public, notre travail. En lisant un peu quelques publications que vous faites, il y a beaucoup, il y a le terme d'innovation marine qui sort, mais il y a aussi le terme d'économie bleue. Pour les gens qui seraient moins familiers, comment est-ce que toi tu décrirais, c'est quoi l'économie bleue et comment Marinov est impliqué là-dedans? L'économie bleue, c'est très, très, très vaste. À la limite, ça implique le transport maritime aussi, mais pour notre secteur, c'est vraiment de se positionner en tant que centre de recherche de la mer à l'assiette. Pour que ce soit plus concret, Marinov a été créé en 2010 avec l'objectif justement d'être présent à toutes les étapes du cycle d'innovation. Donc, techniquement, quelqu'un vient frapper à la porte de Marinov dans un contexte d'économie bleue, peut décider de dire, moi, je veux pêcher telle espèce, je veux la pêcher, la transformer, je veux faire aussi au-delà de la première transformation, je veux faire de la deuxième, troisième transformation, je veux emballer un produit, je veux faire avec ce produit-là, par exemple, du saumon fumé avec une marque de commerce spécifique. Je veux faire de la mise en marché. Nous, on peut accompagner cette personne-là de A à Z avec nos équipes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire des techniciens qui se rendent en mer avec le pêcheur pour l'aider à bien pêcher avec les bons équipements qui vont pêcher la bonne espèce. Après, une fois rendu à l'étape de la transformation, comment on respecte la chaîne de froid entre le bateau et l'usine. Par la suite, comment on transforme ce produit-là en deuxième, troisième transformation. C'est aussi simple que, pour que ce soit concret pour vous, de dire quel emballage on utilise. Quelles sont les méthodes de conservation respectées pour s'assurer que le produit qui va être transformé ne sera pas périssable après 2 jours et qui va pouvoir être encore frais et goûteux après 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, par exemple. Donc, on a des équipes de biologistes, on a des ingénieurs, on a des techniciens, on a des microbiologistes, des chimistes qui font des analyses en laboratoire sur les valeurs nutritionnelles d'un produit, sur les méthodes de conservation. On a même des nutritionnistes aussi. On a même un panel de dégustation formé pour déguster les produits, les évaluer. Aussi, nos équipes peuvent évaluer la concurrence pour ne pas avoir un produit qui est développé par un client qui serait similaire à la concurrence, avoir un produit qui est unique
et qui va se démarquer de la concurrence. Bref, l'économie bleue, il faut le voir comme ça, c'est vraiment très, très vaste. On est beaucoup dans une optique, notamment en Gaspésie, encore culturellement depuis des siècles et des siècles, dans une culture de première transformation. On pêche, on exporte. L'économie bleue, c'est très vaste. On veut briser justement ces barrières-là en disant comment on peut accompagner notamment des entreprises de la Gaspésie ou d'ailleurs qui aimeraient venir ici en Gaspésie faire la deuxième, troisième transformation dans un contexte d'économie bleue pour percer un marché qui est mondial. Et l'économie bleue, je viens de le dire, c'est mondial, donc la concurrence est féroce. Par exemple, on parle de l'éventuel retour de la pêche au sébaste, qui est un poisson de fond qui est sous-moratoire. Le sébaste, on continue de pêcher à l'étranger. Donc, si dans quelques années, on décide de reprendre, de relancer finalement une pêche commerciale au sébaste, comment on va pouvoir offrir un produit qui, à l'international, va être concurrentiel avec ce qui se fait ailleurs alors qu'on continue de pêcher. C'est ça l'enjeu pour les producteurs, les transformateurs ici en Gaspésie ou ailleurs au Québec qui vont se relancer, éventuellement la production de sébaste, la transformation, comment on peut être concurrentiel. Donc, l'économie bleue, bref, c'est un large concept. Pour notre secteur, c'est vraiment ça, c'est de dire d'être présent de la mer à l'assiette, mais comme je l'ai dit, ça implique aussi le transport maritime, qui est un tout autre champ d'expertise. Alors, pour terminer, est-ce que j'imagine que dans le cadre de ces dernières années où on parle beaucoup de changements qui se passent au niveau du climat ou qui peut affecter plus ou moins, même beaucoup fortement aussi au niveau de la mer. Est-ce que ça affecte aussi Mérinov dans le sens où ça afflue au niveau des demandes? Il y a un changement qui se passe à ce niveau-là dans votre secteur? En ce sens, c'est certain que, exemple concret, la pêche au homard. On l'a vu, il y a beaucoup moins d'homards, notamment sur la côte est américaine. En raison, c'est documenté, des changements climatiques. L'homard se déplace vers le nord, donc on connaît de fortes saisons ici en Gaspésie, du côté des Îles-de-la-Madeleine, Anticosti, et là, on voit de plus en plus d'homards du côté de la Côte-Nord. Donc là, éventuellement, on va devoir du côté de la Côte-Nord se tourner. Il y a toujours de la pêche commerciale, mais il y en a beaucoup moins qu'ici. Mais éventuellement, ça risque d'exploser au cours des prochaines années. Donc nous, c'est sûr que ça occupe nos équipes, par exemple, pour accompagner des pêcheurs ou des corporations de développement économique du côté de la Côte-Nord avec des protocoles de recherche. Donc, nos équipes de biologistes, notamment, vont faire un diagnostic en mer pour faire un inventaire en disant, on retrouve combien d'homards sur la Côte-Nord. On présente ces travaux-là au MPO qui, de son côté, Pêche Océan Canada va décider ou non de relancer de façon importante la pêche commerciale. Sinon, on accompagne bien entendu aussi les pêcheurs avec ce qui nous touche beaucoup en Gaspésie, c'est du côté des appâts avec la pêche au hareng et au maquereau qui a été interdite l'an dernier. Donc, ce sont des appâts pour la pêche au homard notamment. Donc, comment on peut accompagner les pêcheurs dans la recherche d'appâts alternatifs. Appâts alternatifs, ça veut dire prendre des appâts qui ne seraient pas des espèces qui pourraient être consommées par les êtres humains. Ça peut être, par exemple, des espèces envahissantes qu'on pourrait utiliser pour faire des tests, notamment jusqu'à présent, les tests préliminaires qu'on a de ce côté-là, il y avait une bonne réponse. Mais il faut poursuivre les tests pour permettre aux pêcheurs de trouver des appâts alternatifs au lieu d'en importer de l'étranger, ce qui est très coûteux. Puis à un moment donné, la demande va être très forte. Donc, le prix va être élevé, puis ça va être difficile de s'approvisionner en appât pour le début de la saison. Alors, si l'interdiction de pêche au hareng et au maquereau pour ce qu'on appelle la fameuse boîte dans les casiers se poursuit, si l'interdiction se poursuit, il va falloir accompagner les pêcheurs pour trouver d'autres appâts. Donc, dans la grande famille là, des changements climatiques, là, c'est des bouleversements qu'on voit ces dernières années. Nous, on accompagne les pêcheurs de ce côté-là, du côté notamment de la pêche au homard et des appâts alternatifs qu'il va falloir trouver de façon urgente au cours des prochaines années. En tout cas, merci beaucoup, Martin, de nous éclairer un peu plus sur ce qu'est Mérinov. Et puis, on vous souhaite bonne continuation dans tous ces secteurs de recherche, puis surtout dans tous les projets que vous avez en cours. Merci, Marc, et salutations à tous vos téléspectateurs.